Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sur le Web, le magazine qui chaque jour décrypte l'actu vue du net. On s'intéressera aujourd'hui aux auteurs qui passent du net aux librairies, aux menaces de l'État islamique proférées aux employés de Twitter et des troublantes similitudes entre une pub Apple et un clip de pop américaine. Mais avant cela, à l'occasion du 13e anniversaire du 11 septembre, on va s'intéresser à la communication d'Al-Qaïda dans le dossier du jour. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît bien ce plateau, un journaliste qui connaît bien ce plateau, puisque vous avez présenté plus de 200 fois sur le web. Absolument. Julien Baloul, bienvenue. Bonjour. Alors, on va parler avec vous, on va revenir en quelques dates sur l'historique d'Al-Qaïda et de sa communication, mais avant, un petit aperçu du ton et du style Al-Qaïda dans cette déclaration adressée à l'Occident, et ça date de 2008. Je m'adresse aux êtres d'intelligence en Europe. Que la paix soit avec vous si vous suivez ces règles. Mon discours vous est adressé et il concerne les caricatures insultantes et la négligence qui a été la vôtre à prendre les mesures nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas. La publication des caricatures est une insulte et un crime, pire que lorsque les forces occidentales visent des villages musulmans et tuent des femmes et des enfants. Et les comptes que vous aurez à rendre pour cela seront encore plus sévères. Alors Julien, en quelques dates, on va voir en fait que Al-Qaïda a évolué en même temps qu'Internet. Oui, absolument. Les techniques, en fait, ont évolué et ont fait évoluer l'organisation terroriste. On va reprendre à la création 1988, lors de la naissance d'Al-Qaïda. Il n'y avait pas évidemment Internet et les réseaux sociaux comme aujourd'hui. En revanche, il y avait déjà un département média qui était intégré. C'était Dès 88. Dès 88, dès la création, avec, si vous voulez, les prémices de ces médias. C'était assez réduit. Ce n'était pas l'essentiel du mouvement terroriste. On part cette fois-ci en 93. Cette fois-ci, Al-Qaïda crée sa première agence de communication. Donc on comprend que l'organisation terroriste met justement l'accent sur la communication vers l'extérieur, à la fois pour recruter mais également pour terroriser, parce que je vous rappelle qu'un attentat, si on n'en parle pas, c'est un attentat qui a raté vu qu'il n'y a pas de publicité de cet attentat, donc il ne servira ni à recruter d'autres djihadistes ni à obtenir les intérêts politiques de l'organisation terroriste. Évidemment, comment ne pas parler de 2001, des attentats de 2001, du 11 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Oussama Ben Laden, on le découvre avec sa barbe dans les médias comme Al Jazeera, sur des images qui sont de mauvaise qualité, des vidéos qui sont montées de manière très amateur. Mais donc là, pour l'instant, on n'a pas un grand lien avec Internet. Non, pas encore. Ça, on est encore en 2001. Je ferais presque le parallèle avec Windows Movie Maker qui arrive sur les ordinateurs à cette époque-là. C'est l'époque où chacun peut faire son petit montage vidéo à la maison. Et en fait, il faut attendre 2005 pour voir la branche médiatique d'Al-Qaïda faire son apparition sur le net avec Al-Qaïda Al-Shab, vraiment voir Internet être au service d'Al-Qaïda et au service des organisations terroristes. Et donc là, c'est toute une nébuleuse de sites qui commence à arriver sur le net. Qu'est-ce qu'on trouve en fait à cette époque-là sur Internet ? À partir de 2005 et plus particulièrement de 2007, avec notamment les réseaux sociaux qui arrivent, notamment Facebook, etc., on trouve plusieurs choses. D'abord, il y a des sites gérés par des organisations terroristes qui sont là pour donner des consignes aux futurs recrues, pour donner des conseils, pour pouvoir s'informer, pour savoir comment faire des attentats. Donc là, c'est pas très interactif, c'est juste un site absolument. De communication. Ça, c'est la première partie, si vous voulez, d'Internet. C'est vraiment pour informer, pour donner des instructions. Et puis, il y a l'autre partie qui souvent inquiète plus les services de renseignement, ce sont les forums islamistes, les forums djihadistes, dans lesquels on peut recruter, dans lesquels on peut discuter, dans lesquels on peut échanger. Souvent, les services de renseignement s'y infiltrent pour vérifier sous des faux noms, dans des langues étrangères, pour justement vérifier tout le contenu. Donc c'est vraiment là important et c'est là qu'on voit finalement le rôle de Facebook, parce qu'on le sait par exemple actuellement en Syrie, les Occidentaux, les jeunes Occidentaux qui vont en Syrie sont recrutés via Facebook. C'est là qu'on voit vraiment le rôle prédominant des réseaux sociaux. Alors après on arrive en 2009, Al-Qaïda a un peu plus de mal à recruter. Il y a un changement de stratégie à ce moment-là. Oui, absolument. On se tourne vers l'Occident en fait. Oui, absolument. Le recrutement est plus compliqué d'une part parce que, je vous l'ai dit, les services de renseignement sont aussi plus efficaces. Al-Qaïda au fur et à mesure
prend des gros coups par l'armée américaine et les raids en Afghanistan, puis l'assassinat un peu plus tard, l'élimination un peu plus tard de Ben Laden. Donc Al-Qaïda, si vous voulez, change de format, se tourne vers des bandes dessinées, des dessins animés, ce genre de support. Et des magazines. Et des magazines, absolument. Ce genre de support, des supports un peu occidentaux, comme vous l'avez dit. Donc là, le but, c'est de toucher des Américains, des Occidentaux et de les ramener vers le djihad. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'État islamique. Absolument, absolument. C'est de toucher, si vous voulez, des jeunes en Occident avec leurs valeurs, avec leurs codes. C'est efficace ? C'est efficace, oui, parce qu'on sait que, notamment pour l'État islamique, ça fonctionne bien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de recrues. On sait également en Syrie, c'est efficace, notamment dans les pays occidentaux comme la France, la Belgique, l'Angleterre. On sait qu'il y en a qui sont recrutés. Donc oui, c'est efficace et c'est toujours autant surveillé, évidemment, par les services de renseignement. Alors justement, ces services de renseignement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contrer et cette propagande et puis surtout tout ce système de recrutement qui avait été mis en place par Al-Qaïda à l'époque? Il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a l'angle, si vous voulez, judiciaire. Chaque pays a adopté des mesures législatives très fortes pour, si vous voulez, contrôler en amont ou condamner de manière plus ferme des djihadistes qui sont revenus en France. Mais au-delà de ça, il y a des actions qui sont beaucoup plus discrètes, dont on ne parle pas, mais qui sont pourtant très efficaces. C'est la fermeture de sites. C'est le contrôle des forums. Et lorsqu'on parle avec des juges antiterroristes, notamment les plus connus, Tredevic, etc., les juges antiterroristes estiment que fermer les pages Facebook des djihadistes n'est pas forcément une bonne idée parce que justement, lorsqu'ils sont ouverts, on peut contrôler ce qui se dit et où est-ce qu'ils sont. Merci beaucoup, Julien. Alors, on va parler justement de l'État islamique. On le sait, l'État islamique utilise énormément les réseaux sociaux pour recruter, on l'a dit, mais depuis les doubles assassinats de James Foley et de Steven Sotloff, l'idylle touche désormais à sa fin. Twitter ayant décidé de supprimer activement les comptes des utilisateurs affiliés à l'État islamique pour ne plus être l'outil de leur propagande. Résultat, un groupe nommé Al-Nusra al-Maghdisiyya a directement menacé via des tweets les employés de Twitter. Je vous laisse juger du ton de ce genre de tweet. Les dirigeants de Twitter doivent savoir que s'ils n'arrêtent pas leur campagne dans le monde virtuel, nous allons mener une guerre contre eux dans le monde réel, sur le terrain. Twitter a supprimé ses publications appelant l'assassinat de ses employés et dit évaluer si ces messages représentent dans le futur une réelle menace. Cette semaine arrive en librairie Croisons-les, le livre de Guillaume Titus Carmel, que les internautes connaissent sous le nom de Guillaume TC. Croisons-les, ce sont ces photomontages, vieille tradition du net qui consiste à mélanger deux personnalités médiatiques. Et ce passage du net au rayon des librairies est loin d'être une première. On peut citer les collections de VDM ou encore Maru le chat. L'occasion pour nous de s'interroger sur cette nouvelle manière de percer sans avoir finalement à convaincre un éditeur au préalable. Alors j'ai le plaisir d'avoir par Skype Myriam Rack, alias Mimi Stinguette. À la base, Myriam, votre blog d'illustration était un simple loisir et vous voilà, vous aussi dans les librairies et aussi dans les galeries avec donc un livre, Mimi Stinguette. Alors, on va regarder un petit aperçu de votre travail puis on en parle ensemble tout de suite après. Alors merci d'être avec nous. Alors est-ce qu'au départ, vous pensiez à un succès éventuel ou à un effet un peu vitrine ou est-ce que c'était purement désintéressé juste pour le plaisir de partager vos créations avec les internautes ? Bonjour, merci de me recevoir. C'était exactement l'idée dans un premier temps du blog. À aucun moment, j'ai même pu penser au début qu'il pouvait y avoir d'autres personnes que mes copains, mes copines et moi-même qui allions le regarder. Et la première surprise, ça a été vraiment le boom de connexion, puis les demandes d'exposer dans des galeries parisiennes. C'était vraiment une surprise absolue et à aucun moment, ça pouvait être en tout cas un élément auquel j'avais pensé avant d'ouvrir le blog. Alors vous avez combien à peu près de followers qui suivent votre travail ? Alors, on était selon les journées, à plusieurs milliers par personne. Ça peut être encore le cas des centaines, des milliers, ça dépend parfois de ce qui est mis en ligne. En tout cas, on était sur le profil Facebook et la page Facebook à 10 000 personnes qui suivaient qui suivent les aventures de Mimi Stinguette. Donc, c'est vrai que ça variait selon les journées, mais on était dans ces ordres d'idées. Comment s'est fait le contact avec les éditeurs? Est-ce que finalement pour eux, c'est une sorte de sécurité de savoir que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent et ils se disent voilà, il y a un succès, il y a quelque chose à faire, donc on va appuyer là-dessus, ou finalement ils ont un petit peu peur parce que c'est pas le même public? Comment s'est fait le contact avec l'éditeur?
Alors, pour le coup, et c'est vrai que pour eux, on était plus dans le côté prise de risque que dans le côté tranquillité, parce qu'il y a déjà des personnes qui aiment, parce que c'était pas du tout la tendance et la tendance qu'ils peuvent donner à leur publication. En tout cas, au moment où je les ai contactés, donc c'est un très bon ami à moi avec qui on fêtait la bonne nouvelle d'avoir des galeries parisiennes qui souhaitaient exposer les dessins. Et j'ai sorti une phrase très innocente qui disait « Je ne pouvais pas rêver mieux pour ce blog ». Et là, il m'a répondu « C'est faux, on en a parlé il y a quelques temps. Si un jour il y avait un rêve à formuler, c'était une sortie librairie. » Et j'ai rigolé en disant « Oui, alors évidemment, à ce moment-là… Et il m'a dit « Non, je ne comprends pas pourquoi depuis tout ce temps, alors que ça plaît, alors que ça marche, à aucun moment tu t'es pris une pause déjeuner pour te dire voilà les 10 maisons d'édition les plus importantes ou que tu préfères dans le domaine de la BD, pourquoi est-ce qu'il n'y a juste pas un petit dossier qui leur est envoyé avec ton travail, avec ce que tu fais ?» Et 2-3 semaines après, c'est vraiment ce que j'ai fait. Myriam, ça sera ma dernière question. Avec toutes les sollicitations que vous devez avoir aujourd'hui, est-ce que vous avez encore le temps, là vous exposez, vous éditez, est-ce que vous avez encore le temps de vous occuper de votre blog? Est-ce que ça reste votre priorité malgré tout? Alors, ce qui est sûr, c'est que mon blog aujourd'hui, par rapport à toutes les sollicitations que j'ai pu avoir, ça reste la priorité absolue. Illustratrice, c'est pas mon métier, donc c'est vrai que j'ai pas donné suite à toutes les demandes que j'ai pu avoir, que ce soit gratuit, payant, en association, etc. Est-ce que vous avez pensé à en faire votre métier? Non, je suis très très fan du métier qui est le mien. C'est complètement à l'opposé, et c'est vrai que même si j'adore et que j'ai aucune limite dans ma passion du dessin, je pense que c'est très important pour moi aujourd'hui de dissocier ce que je fais dans la vie et ce que je fais vraiment pour me détendre, pour évacuer toutes les tensions de la journée, et ce qui reste un énorme bonus sur lequel je ne ferai jamais une croix. Merci beaucoup Myriam. On continuera à vous suivre sur votre blog et on va s'intéresser maintenant à une expérience lancée par une jeune métisse américaine. Elle a proposé sa photo à 18 graphistes venus de 18 pays différents. Laura Duhamel décortique le résultat. Inévitable, incontournable, la retouche Photoshop frappe quasiment chaque couverture de grands magazines. Il y a quelques mois, la journaliste Esther Koning avait avec son projet « Rendez-moi belle » mis en lumière les différents critères de beauté selon les graphistes de différents pays. Priscilla Yuki Wilson vient de tenter l'expérience identique en tant que femme, mais surtout en tant que métisse. Née d'une mère japonaise et d'un père noir, elle a demandé à des photoshoppers de la retoucher. Mais le résultat est clair, les graphistes ne savent pas comment retoucher une beauté métisse. Les 18 résultats sont très différents les uns des autres et prouvent selon elle qu'en tant que femme avec des origines mixtes, elle ne correspond tout simplement à aucun des standards de la beauté. La keynote d'Apple qui avait fait l'événement il y a déjà 48 heures avait commencé par un clip créatif dans l'esprit cher à la marque à la pomme. Sauf que l'idée de jouer avec les perspectives fait fortement penser au clip du groupe américain OK Go. Apple aurait-il perdu de sa créativité? À vous de juger avec ce petit comparatif. Voilà, on passe maintenant à l'œil du net. Et c'est une séquence qui va faire plaisir à Virginie, car on va parler dans cet œil du net d'un très beau mash-up. Le mash-up, pour rappel, c'est un mélange d'images ou de sons d'origine différentes qui crée une nouvelle œuvre. Le mash-up que vous allez voir mélange les 100 plans les plus mythiques, les plus connus du cinéma. Je suis sûr que vous en connaissez au moins une centaine.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Virginie pour le best-of. Et nous, on se retrouvera ici même lundi pour de nouvelles infos venues du web. Et d'ici là, restez connectés.